Waouh, c'est vraiment quelque chose pour moi de vous voir tous là. Euh, je vois tous ces visages et je vous vois les uns et les autres, ceux qui étaient là dès les premiers DU. Evelyne, tu étais là au premier DU. Et toi, Jean-Marc, tu étais là troisième DU. Waouh, vraiment, c'est extraordinaire de nous voir tous ensemble réunis. On est là, quoi, une centaine à peu près. Il y en a probablement une centaine d'autres qui désiraient venir aussi et qui n'ont pas pu à cause des dates, évidemment. Et puis nous avons vécu tous ensemble, à différents moments, ces méditations, ces pratiques du matin, en marchant. Vous vous souvenez, les levées de soleil au Mont Saint-Odile, sublime. Ces moments de marche méditative au coucher de soleil également. Parfois dans la tempête, parfois dans la brume. Parfois marchant aussi, marche méditative, nos pieds qui crissaient dans la neige, avec ces gens qui passaient, qui nous regardaient plutôt bizarre, franchement. Parfois curieux, parfois critiques. Certains d'entre eux étaient le personnel du Mont-Saint-Odile, qui venait le matin tôt pour venir travailler toute la journée, venir nous servir ces délicieux repas que nous avions au Mont-Saint-Odile. Et puis bien sûr, vous vous souvenez de ce moment où vous avez eu l'occasion de vous poser la question, quelle est la raison? Quelle est la vraie raison? Quelle est la vraie raison pour laquelle je suis là? Vous vous souvenez? Oui, vous vous souvenez. Ben, moi aussi, je me souviens. Moi aussi, je me souviens. Je dois dire que ce soir, je vais partager avec vous quelle est la raison, quelles sont les raisons, les vraies raisons, les vraies raisons qui m'ont poussé à créer ce diplôme universitaire. Et puis demain, je vous révélerai peut-être de manière un petit peu plus intime le cheminement de moi, jeune Jean Gérard, puis plus vieux Jean Gérard. Comment est-ce que finalement les ingrédients ont été ceux qui ont permis de créer tout ça? Alors quelles étaient ces vraies raisons, les intentions dans le fond? Elles sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'idée et l'intention de faire entrer la méditation dans le monde académique, universitaire, dans le domaine du soin, de la santé. En deuxième, il y a créé en fait une pépinière, un incubateur de projets, de sorte à ce que voilà, ça rebondisse, ça fasse un vrai amplificateur de projets. Et puis, il y a cette intention aussi de partager une vision non duelle, comme paradigme l'interrelation, ça parle à certains plus qu'à d'autres peut-être, l'interrelation de tout. Alors faire entrer la méditation dans le monde académique et universitaire, dans le monde de la santé, avec cette dimension de la méditation, avec des interventions thérapeutiques, avec des interventions de gestion du stress, en lien avec la compassion, intervention aussi pour tout ce qui concerne l'art de la relation avec le patient. En 2011, 2010-2011, il faut vous replacer en 2010-2011. Vous vous souvenez? À cette époque-là, je crois que MBCT venait juste de rentrer avec Christophe André à la clinique Sainte-Anne, à Paris. Il n'était pas encore si connu, il n'avait pas encore écrit ses livres. Et puis, c'est juste le moment où venait d'être traduit en français le livre de Jon Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente, Full Catastrophe Living. Donc la méditation n'était pas très connue. Et franchement, l'idée de créer un DU de méditation en fac de médecine, ce n'était pas tout à fait évident. Ça n'a pas été si simple non plus. Il a fallu convaincre le conseil de faculté de médecine, montrer les travaux scientifiques fondamentaux, les travaux cliniques qui avaient l'air de valider les bienfaits de la méditation. Les travaux cliniques, à l'époque, ils n'étaient pas de qualité excellente. Ce n'est pas encore le cas non plus maintenant. Mais bon, ça a progressé quand même au fil des années.
Et puis il a fallu créer de toutes pièces, ou presque, à partir de rien, un programme qui concilie à la fois des normes académiques et en même temps qui se voulait une approche innovante et d'une certaine manière assez disruptive. Voyez seulement, une formation en résidentiel strict, hors du cadre de l'université. Au Mont-Saint-Odile, certes, un lieu intéressant, mais quand même, c'est un monastère. Y enseigner des pratiques de méditation fortement issues du bouddhisme, monastère catholique, moi je suis juif, bon, ça ne change rien à l'affaire, mais quand même. Et puis une grosse partie du temps justement consacrée à la méditation dans une formation universitaire, en tous les cas à cette époque-là. C'était pas du tout évident. Mettre côte à côte des disciplines qui ne se côtoient pas généralement dans une formation, également. Et puis, il n'y avait pas de modèle du genre. Combien d'heures? En combien de jours? Avec quel contenu? Sous quel format? Enseigné par qui? Et je vous raconterai demain ce qui m'a permis de construire ce DU effectivement, tel que vous l'avez connu, et puis son apparent substrait. Alors, il y a eu quand même un certain nombre d'obstacles dont j'aimerais un petit peu vous parler. Obstacles, par exemple, au conseil de faculté de médecine, il y avait un professeur d'éthique médicale, mais je ne vais pas le citer, qui s'opposait farouchement à la création de ce DU, qui considérait que ce n'était pas sérieux la méditation, que ça n'avait pas sa place. Comment ça, c'est pas sérieux la méditation? Mais enfin, c'est quelque chose de très sérieux, d'ancestral. Non, c'est pas sérieux, pas du tout, c'est pas possible. Alors on a eu l'idée de lui proposer d'intégrer l'équipe pédagogique. Et grâce à ce moyen habile, il a arrêté de s'opposer farouchement à ce DU. Et on a pu effectivement le créer. Il n'est pas resté très longtemps dans l'équipe pédagogique, il ne se sentait pas à l'aise. Ça ne correspondait pas à l'esprit du DU, à ce qu'il considérait comme de l'enseignement sérieux. Mais bon, l'étape était passée. Et puis à l'université, il y a eu les syndicats aussi. Et oui, certains s'en souviennent, pour l'avoir défendu, n'est-ce pas, Bovac? Et on ne se connaissait pas à l'époque, d'ailleurs, quand tu as défendu ce DU à l'université déjà. Ils étaient vent debout contre le DU, y voyant un caractère religieux masqué, en opposition complète avec le principe de laïcité de l'université, évidemment. Des résistances aussi au sein du monde de la rhumatologie, dont certainement étonnés, blessés même, mais elles étaient en fait liées à des peurs. Et de l'ignorance totale à l'époque de ce qu'est la méditation. Encore une fois, 2010, ce n'était pas du tout aussi connu et populaire que maintenant. Peur de voir entrer une spiritualité par voie détournée dans la médecine, et puis peur aussi de ce que la médecine soit empreinte de charlatanisme, tout simplement. Autre obstacle, et je m'en souviens bien, un beau jour, Alain Beretz, alors président de l'université de Strasbourg, m'informe qu'il a reçu un courrier du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'époque, en 2012, c'était Laurent Wauquiez à l'époque, qui alertait, devinez par qui? La Mivilude, bien évidemment, et qui demande s'il n'y aurait pas de risque de dérive sectaire avec un tel DU. Et alors là, je dois dire, la réponse d'Alain Beretz a été absolument magistrale. Cette question est légitime, nous nous la sommes posée aussi, nous avons enquêté sérieusement, et la réponse est très claire, il n'y a aucun risque de dérive sectaire d'un tel DU. Bravo. Des obstacles, oui. Mais bien heureusement, de bonnes fées se sont aussi penchées sur ce berceau-là. Et puis Goethe lui-même. Alors à Strasbourg, pour ceux qui connaissent l'histoire de Strasbourg, c'est pas étonnant. Goethe a vécu un certain temps à Strasbourg. Et je vous citerai ces mots de Goethe que vous connaissez probablement. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui n'auraient jamais eu lieu autrement. Tout un enchevêtrement d'événements, de situations et de décisions créées en notre faveur, toutes sortes
d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé trouver sur notre chemin. Ça vous rappelle quelque chose? Pour porter ce projet, je me suis naturellement adressé au doyen de la faculté de médecine, Jean Sibilia alors, et je dois dire que sans son indéfectible soutien, enfin il nous soutient tellement qu'il n'est pas là ce soir, malheureusement il ne pourra pas venir du tout à ce DU parce qu'il est aux États-Unis à un congrès de rhumatologie mondiale à San Diego et qui revient que dimanche. Bon. Mais franchement, sans son soutien indéfectible, je pense que ce DU aurait eu beaucoup plus de mal à voir le jour. Jean est un ami de longue date. Je me souviens quand nous étions jeunes collègues, j'étais son chef de clinique en rhumatologie lorsqu'il était interne, déjà brillant, complètement atypique, d'une profonde humanité et d'une exceptionnelle rigueur scientifique, travaillant plus vite, plus longtemps que tout le monde, visionnaire. Alors bien sûr, doyen de la faculté de médecine, lorsque je lui propose cette totale innovation qu'est ce DU, encore une fois, il y a 10 ans, un DU de méditation, ça n'existait pas. Il est enthousiaste. Nous sommes tous les deux avec l'idée d'une approche d'une médecine intégrative dans une vision de santé intégrale. Et il soutient très fort. Et puis il y a eu cette rencontre avec Gilles Bertschy en provenance de Genève, où il avait travaillé et publié sur la prévention des rechutes dépressives avec le programme MBCT, avec le professeur Guido Bandolfi. Tu te rappelles, Gilles? Tu es venu un mardi après-midi dans mon cabinet, faire connaissance. Tu venais d'arriver depuis peu à Strasbourg, envoyé par Guido, que je connaissais par ailleurs, pour me demander si on pourrait faire quelque chose ensemble sur la méditation de pleine conscience à Strasbourg. Ça tombait bien, j'étais juste dans l'idée de créer ce DU. Et on décide assez simplement de se revoir rapidement, sans vraiment décider quand. Et puis alors là, il y a eu un truc incroyable. Quelques semaines plus tard, on se retrouve complètement par hasard, ayant pris des billets numérotés qui se retrouvent côte à côte dans le TGV pour Paris. Et on a 2 heures pendant lesquelles on définit notre collaboration pour créer définitivement ce DU. Alors Gilles, j'aimerais te donner la parole pour t'entendre et partager avec toi à la fois sur comment tu l'as vécu et puis ce que représente pour toi ce DU. Bonsoir à tous. Et oui, que de monde, hein, c'est impressionnant. Vous me pardonnerez, je n'aurai pas la même mémoire que Jean Gérard, des visages et des noms, mais aussi parce que je vous ai moins vu et que vous m'avez moins vu, parce que Jean Gérard a été et est à la fois la cheville ouvrière, le chef d'orchestre, et je ne sais encore quelle fonction lui donner dans la construction de ce diplôme. Mais c'est vrai que, au fond, c'est notre rencontre qui a fait cette impulsion. Peut-être que tu serais parvenu à tes envies et tes aspirations, même sans moi, mais cette synergie avec ce côté providentiel du coup de pouce de la SNCF qui a permis d'accélérer un petit peu le calendrier, oui, nous a permis de contourner un ensemble de choses. Moi, j'ai une trajectoire finalement personnelle très différente de la tienne par rapport à la question de la méditation. Moi, je suis un psychiatre hospitalo-universitaire, spécialiste des troubles de l'humeur, spécialiste de psychopharmacologie, mais très pragmatique, toujours soucieux d'utiliser les outils qui peuvent être aidants. Je trouvais que dans le domaine des troubles dépressifs, les thérapies cognitivo-comportementales apportaient des choses intéressantes. J'étais pas moi-même formé dans ce domaine-là, mais il y avait des gens à Genève. Tu as cité Guido, il y avait Lucio Bizzini aussi qui a joué un rôle très important dans tout ça. Mais je dois dire que quand j'ai pu connaître ce programme MBCT ou MBCT, il y a quelque chose pour moi qui a été très parlant, parce qu'il y avait quelque chose qui me parlait plus là où les TCC classiques,
il me semblait manquer quelque chose. Et c'est au fond Lucio Bizzini qui a fait les premières connexions avec Sindel Segal, un des 3 fondateurs de MBCT. Et on a eu l'opportunité, le bénéfice du lien que lui-même a créé avec Sindel pour qu'à Genève, on puisse inviter Sindel Segal, mettre en place avec l'aide de l'association de psychothérapie cognitive suisse, très ancrée à Genève, des séminaires de formation qui nous ont permis de nous former à MBCT. On était à la fin des années 90 et de monter ce premier programme en l'articulant tout de suite avec un programme de recherche. Voilà, cette étude de genevoise qui était finalement la première réplication des études initiales faites par les fondateurs de la méthode. Et d'ailleurs, on a pu vérifier à cette occasion-là qu'il faut toujours se méfier des travaux de recherche faits par les fondateurs d'une méthode, puisque nous, on a été les premiers à répliquer leurs travaux, et manque de peau en termes d'objectifs primaires de recherche. On ne montrait pas de supériorité de MBCT par rapport à la liste d'attente. Il y avait par contre une différence sur le délai de rechute, mais ce sont des choses qui arrivent en recherche, qui nous rappellent, notamment dans les méthodes de psychothérapie, à quel point cette question est sensible. Et pour les anecdotes, d'ailleurs, quand on avait ces résultats, on a eu à supporter quelques pressions bienveillantes dans la communauté scientifique, de gens qui nous disaient « mais publiez pas ça, ça va tout... vous allez casser la dynamique du développement de MBCT ». Bon, voilà. Et moi, mes choix personnels m'ont amené à choisir de quitter Genève et de venir à Strasbourg. Et c'est vrai que, comme j'ai un peu bougé dans ma carrière, j'avais retenu cette idée que c'est important de rencontrer les gens qu'il y a sur place, d'aller les voir. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, depuis, mon chemin n'a pas été le même que le tien. Je t'ai laissé t'engager de plus en plus et porter, développer. Puis vous savez tout ce que Jean Gérard aura développé aussi à côté de ce DU même par rapport à l'apport de la méditation. Mais je suis toujours là à tes côtés, avec une petite équipe aussi universitaire autour de toi dans le comité pédagogique de ce DU, avec Louisa Weiner, Evelyne Hansdorfer, qui j'ai compris qu'elle était par là, Evelyne, Fabrice Bernat, voilà. Et qui s'est, par exemple, Fabrice Bernat, qui s'est très engagé sur la question du débat sur les médecines complémentaires dans le champ médical. Et on profite finalement, tu as cité notre doyen, Jean Sibilia, de son exigence et son ouverture, qui fait que Strasbourg prend des risques un petit peu comme ça, d'ouverture, d'être précurseur, et d'aller à s'intéresser à ces choses qui, à première vue, ne relèvent pas des canons classiques de la médecine et de la science dure, mais qui sont tellement importants dans la perspective aussi du soin. Donc, c'est sur ce terreau-là, avec ce soutien-là, que tout ça s'est fait, avec aussi votre participation, votre enthousiasme. Je me rappelle aussi les côtés difficiles des sélections de participants. Allez, sûrement qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas été retenus dès le premier tour, parce qu'on avait tellement de candidats qu'on ne pouvait pas retenir tout le monde. Voilà, on a organisé des examens, même si on n'a quand même pas été, je crois, trop sévère, mais c'était important qu'on assume pleinement face à la communauté universitaire nos responsabilités, nos garanties d'exigence intellectuelle, de sérieux.
face à tout ce que tu as rappelé, hein, de scepticisme qui pouvait être présent, puis qui n'est encore pas complètement disparu. Quand on voit certains des débats qu'on peut avoir encore ici ou ailleurs en France sur la place de la méditation ou d'autres approches. Voilà. Donc, je suis vraiment très fier de voir ce chemin sur 10 ans. Je te remercie aussi de tout ce que tu as fait, continue de faire pour tout ça. Et puis, on va passer certainement une soirée. Et vous allez passer, alors je ne serai pas avec vous dans les jours qui viennent aussi, parce que j'ai trop de choses dans mon agenda, puis besoin aussi d'un minimum de temps pour souffler. Mais que vous allez passer des journées, je pense, très riches quand j'ai vu le programme et qui sera là. Voilà. Une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup Gilles, et je dois dire que ça a été au long de ces années une immense joie pour moi de collaborer avec toi. Et tu l'as dit très justement, ça n'aurait pas eu la même couleur en tous les cas, un DU sans toi qu'un DU avec toi. C'était magnifique. Oui, on a un peu de timing. Alors, pourquoi? Vraiment pourquoi? Vraiment pourquoi? Raison, vraie raison. La deuxième, la vraie raison, c'est cette intention de faire de ce DU un incubateur, une pépinière de projets, quelque chose qui permette d'avoir un effet de levier d'introduction de la méditation dans le monde de la santé, que au fond ça fasse des petits un petit peu partout. Et ça, ça peut être dans plein de dimensions, hein, que chacun dans son propre écosystème d'activité puisse aller développer quelque chose autour de la méditation, autour du soin, autour de la formation, autour de la recherche, autour d'initiatives qui ont pu même toucher d'autres sphères de la société. La santé touchant toutes les sphères de la société, que ce soit monde politique, juridique, l'éducation. Et c'est un vrai bonheur. Franchement, c'est un vrai bonheur. C'est incroyable de voir, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à nous, hein, que tous ensemble, on a pu développer ça. Le premier DU, il y avait 30 participants, 250 demandes. Là, actuellement, au fil des années, on a eu entre 450 et 500 demandes. Ça décroît un petit peu, heureusement, peut-être c'est bien. 60 participants chaque année. Eh bien, au fil des années, chaque année, il y a eu des projets divers qui se sont créés, qui se sont initiés là ou qui se sont renforcés là, dans plein de domaines, hein. Il y a eu l'étude Silver Santé, on en parlera demain avec Antoine Lutz et Gaël Chetla qui seront là en visio. Il y a eu des créations de projets de soins, de recherche, autres que celui-là, de projets de formation aussi, d'autres DU qui sont créés dans d'autres universités, similaires ou pas similaires, mais en tous les cas, suivant la voie de chacun avec son originalité. Il y a eu des créations de centres dédiés, entre autres, je pense au centre de Bordeaux, et puis François, qui est là ce soir, tu nous en parleras aussi demain. Bref, toutes ces magnifiques réalisations et d'autres encore dont vous parlerez demain, et qui nous enthousiasment tous en fait, et dont je suis très fier. Je crois qu'on peut être tous très fiers, hein, de tout ce développement, de tout ça. Et puis peut-être avez-vous aussi vu des sortes de coming out, des gens qui, autour de vous, parce qu'il existait une formation universitaire, se sont autorisés à dire qu'ils pratiquaient la méditation depuis longtemps et puis à enfin pouvoir réaliser des projets qu'ils n'osaient pas réaliser jusque-là. Et c'est aussi pas mal. Et puis il y a eu cette troisième intention, et peut-être pas des moindres, intention d'une transformation de vision de l'homme et de la santé en une vision non duelle. Inspiration d'une médecine corps-esprit. Et c'est une vue, je vous en parlerai plus, fortement inspirée aussi des enseignements d'un lama tibétain, Tarab Tulku Rinpoche, qui a fait un enseignement unité dans la dualité, que moi j'ai suivi déjà il y a plus de 25 ans, et avec lequel j'ai vraiment appris d'abord et puis intégré petit à petit ce qu'est cette vision de l'interrelation, de l'interdépendance dans tous ses aspects. Cette vue
cette vision de l'unité dans la dualité, comme il l'appelait, c'est aussi une manière de voir et de considérer la méditation, non pas comme simplement collection de pratiques, de techniques qui peuvent être utilisées pour quelque chose de particulier, mais plutôt comme une science. Lui, il parlait de science de l'esprit et des phénomènes, science interne de l'esprit et des phénomènes. Et puis, ça fait écho à ce que Francesco Varela appelait une science de l'expérience vécue. Si on considère la méditation comme une vraie science de l'expérience vécue, avec ses théories, avec ses expériences, sous forme de pratiques très diverses, et il y en a énormément, bien plus que celles qu'on trouve dans les divers programmes, les différents MBI, Mindfulness Based Interventions, à la fois des pratiques, et avec ces pratiques, ces théories, une somme de connaissances accumulées qu'il est vraiment très fécond de confronter aux connaissances des sciences classiques actuelles. Avec cette intention-là, j'avais, tu t'en souviens certainement Gilles aussi, vraiment envie de nommer ce DU un DU de médecine corps-esprit. Corps-esprit. En une fois. Oh là 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 là. Alors, toi Gilles, mes gens aussi m'ont dit mais ça ne marchera jamais, ça ne passera jamais. C'est absolument impossible de faire passer ça en conseil de fac, en conseil d'université. Alors il a fallu trouver un nouveau nom. Et là aussi, Gilles, tu as été assez génial. Non seulement tu as pensé à combiner ces termes de méditation, mais aussi de médecine et de neurosciences, puisque c'est le sujet. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à ce moment-là, ça ne l'était pas. Et autre point absolument génial, parce que la médecine, c'est sérieux. Les neurosciences, c'est sérieux. Alors si on met en sandwich, caché entre la médecine et les neurosciences, la méditation, ça passera peut-être. Eh bien, ça a passé. Ça a passé, effectivement. Bon, on ne sait pas si c'est Subterfuge seul qui a joué, mais franchement, c'était bien. Et puis, c'est un moment aussi où je doutais fort de la possibilité de créer ce DU et où j'ai eu la chance de pouvoir en parler à John Kabat-Zinn lorsqu'il était en visite à Strasbourg et qui m'a fortement soutenu, qui m'a encouragé à créer ce DU. Qui m'a aussi présenté un certain nombre d'enseignants qui pouvaient en faire partie, qui répondent tous à ces caractéristiques d'être à la fois des chercheurs et en même temps des méditants de longue date. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Antoine Lutz, qui est venu, Antoine Lutz, qui est, entre parenthèses, strasbourgeois, et avec qui, une fois qu'on s'est rencontrés, on a découvert de nombreuses affinités. Antoine Lutz nous a fait rencontrer, m'a fait rencontrer Jean-Philippe Lachaud, son partenaire de longue date de quand il était en train de faire son postdoc avec Francesco Varela. Et Jean-Philippe Lachaud, là aussi, s'est intégré dans l'équipe pédagogique et dans les enseignants du DU. Encore circonstance favorable, je rencontre Christophe André au moment où je traduis John Kabat-Zinn à la retraite qu'il a faite en 2011 à Saint-Avit, dans le Périgord. Et là aussi, Christophe André, enthousiaste, accepte de participer aux enseignants de ce DU. Alors, il faut que je vous parle un petit peu de Michel Bidbol. Michel Bidbol, Michel Bidbol, franchement. Michel Bidbol, j'étais fasciné par les conférences en vidéo, mais je ne connaissais pas Michel Bidbol. Je lui envoie un mail, un peu sans trop espérer qu'il s'intéresse, mais quand même, j'ai mis tout ce que je pouvais, toutes les explications, la vision, les intentions, le format de ce DU. Et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir dans l'heure une réponse positive, encourageante, enthousiaste de Michel Bidbol, qui a été depuis un des enseignants phares de ce DU et qui a joué un rôle important. Un homme délicieux que vous avez tous rencontré grâce au DU, à la fois médecin, physicien, philosophe, et qui nous aide bien à réfléchir sur ces différents aspects de philosophie des sciences. Et puis, comme tu l'as cité, il y a aussi eu tous les enseignants de la fac de médecine et de la fac de psychologie de Strasbourg qui se sont engagés dans ce DU. Certains d'entre eux connaissaient la méditation, comme toi, d'autres ne la connaissaient pas et se sont prêtés au jeu, ont cherché à la découvrir. Il ne reste plus que 2 pages. Alors, c'est comme ça que ce DU est né. Il visait
comme je vous l'ai dit, avoir un effet de levier sur l'introduction de la méditation. 3 raisons: place de la méditation en tant que possible intervention, pépinière de projet et puis vision de médecine intégrale. Mais à un moment donné, dans mon évolution, j'ai eu probablement une prise de conscience progressive d'une vision de la santé qui, au niveau individuel, est en fait totalement interreliée à la santé des organisations dans lesquelles chacun d'entre nous travaillons, à la santé de la société dans laquelle on vit, à la santé de la planète Terre, notre patrie. Cette notion de One Health ou de santé globale, ou plutôt en référence à Ken Wilber, de santé intégrale. C'est comme ça que j'ai eu envie de transposer la méthodologie du DU médecine, méditation, neurosciences et son effet de levier de transformation qui s'était manifesté au fil des années au monde des entreprises et au modèle économique, car ce sont ces modèles économiques qui définissent toute l'organisation de nos sociétés. Je suis convaincu que les entrepreneurs sont des acteurs majeurs des changements auxquels aujourd'hui le monde aspire. Alors il a fallu une deuxième fois tracer une nouvelle voie et convaincre et rassembler pour un nouveau DU. Et je me souviens encore avec précision d'un samedi matin de septembre 2017, où Michel Deneken, alors président de l'Université de Strasbourg, me reçoit dans son bureau au Patio et à qui je présente ce projet de DU qui l'accepte, le trouve très intéressant, propose de l'inscrire dans le cadre de l'école de management, qui est sa place. C'est finalement l'ADN d'une école de management, de proposer une formation de leadership pour accompagner des entrepreneurs du changement. Il faut dire que Michel, comme beaucoup à l'Université de Strasbourg, avait été très impressionné par la journée de dialogue scientifique que nous avions organisée l'année précédente, en 2016, à l'université avec le Dalai Lama. Une journée de dialogue scientifique et que le champ de la méditation en tant que discipline de connaissance lui était déjà familier et c'est assez facilement qu'il a accepté ça. Il s'agissait alors de susciter l'intérêt et de convaincre les dirigeants de l'école de management. Babak Memon Pazir, alors vice-doyen, est devenu depuis directeur de l'école de management. Et tu te souviens, on s'est rencontrés lors d'un dîner avec Michel chez un ami commun. Là aussi, tu t'es montré tout de suite intéressé lorsque je t'ai présenté le DU. Et c'est un grand bonheur pour moi, aujourd'hui, de te voir, Babak, adhérer complètement et porter ce concept de leadership responsable au niveau de l'école de management elle-même. Et je te propose de prendre un temps pour partager avec nous ce qu'a été ce cheminement. J'ai qu'une page. C'est un DU qui a moins de 3 ans, lui c'est 10 ans, donc c'est 3-4 fois moins. Oui, alors vous n'avez rien contre tachycardie. Bon, c'est impressionnant quand même de se retrouver ici, même si on a l'habitude. C'est toujours impressionnant de se retrouver face à un public qui vous écoute et pour lequel il va falloir que je dépasse, que je devienne un peu plus intelligent que je suis, pour raconter des choses qui vous parlent. Alors, d'abord, j'aimerais dire waouh. Alors, le waouh, tu l'as dit, mais le waouh, je le dis parce que, et là, je parle en tant que vice-président délégué en charge de la politique des anciens, parce que j'ai suivi la création de ces journées à travers le WhatsApp. Je ne suis pas intervenu, je regardais et j'ai vu toute l'énergie qui était déployée par les diplômés. Donc, waouh! C'était quelque chose. Donc, on se regardait parfois et je lui disais, bon, respect. Parce que vous voyez, si au sein de l'université, il y avait au moins 1% des diplômés qui déployaient cette énergie, je pense que Oxford et Cambridge auraient des soucis à se faire. On va y arriver. Alors, donc merci aussi de nous associer, ou associer la petite sœur, qui s'appelle le DU LMN. La petite sœur, mais même accouchement. On dit que le deuxième accouchement, c'est plus facile, non? Enfin, moi, je ne l'ai jamais expérimenté encore, mais vous trouverez peut-être la solution. Alors, ils ont fait un complot,
Donc, ils sont tombés sur moi, Michel et Jean-Gérard. Donc, moi, je ne peux pas dire non à Michel. D'ailleurs, il y a un an, il m'a dit, tu deviens directeur. Je n'ai pas dit non. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire. Alors, moi, ma première rencontre avec le DU, c'était quand j'étais élu enseignant à la commission de formation de l'université. Donc, le DU arrive, etc. Why not, quoi. Il y a bien des gens qui sont soignés par les chevaux. Pourquoi pas la méditation? D'ailleurs, la fac de médecine va créer le DU de la cheval thérapie bientôt. Équithérapie, bon, voilà. Effectivement, c'est plus intelligent, effectivement. C'est plus sérieux. Voilà. Donc, et j'étais dans la commission à la fac de médecine parce qu'à l'époque, j'étais encore, il y a quelque temps, le VP délégué à la formation continue et ils ont présenté ça. Et parce qu'on se posait la question, effectivement, d'avoir une commission d'éthique pour la création de certains DU, certaines formations à l'université, parce qu'on reçoit quand même pas mal de lettres de dénonciation. Oui, c'est sérieux. Alors, ça, c'était ma première rencontre avec le DU. Ma deuxième rencontre, c'était plus dans une conférence de business school. C'était à l'étranger. Et là, c'était méditation au travail. C'était un auteur à succès, hein, Michael Chaskalson, qui présentait ça. Donc, voilà, c'était la première expérience. C'était, bon, voilà, tu t'installes. Il y avait 400 personnes dans la salle. Tu mets les pieds par terre. Tu écoutes l'air conditionné de l'hôtel, etc. Et grâce à ça, tu deviens un meilleur manager. Donc bon, ok. Sympa. Pas cher, le truc. J'étais pas convaincu tout de suite, hein, je vous le dis. Ça m'a pris du temps. Et donc, c'était un bel soir d'été, une belle soirée d'été. On s'est rencontrés. Il m'a dit, bon, voilà. Et là a commencé un cheminement à la fois intellectuel et je dirais, corporel, expérientiel. C'est pas la vraie raison. Hein. Alors, je vous le dirai dans 10 ans, la vraie raison. Quand je serai... voilà. Et... oui, parce que là, vous êtes devant un jeune Babac. Hein, dans 10 ans, je pourrais vous raconter plus. Mais là... j'ai regardé... Alors, mon premier réflexe, c'était d'aller voir si c'est sérieux, cette affaire. C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de management, on a des expériences scientifiques qui montrent, des études qui le démontrent? Alors là, vous avez une courbe exponentielle. Si vous regardez les études scientifiques sur la méditation, alors vous voyez, il y a 40 ans, John Kabat-Zinn, etc., si vous regardez dans les années 90, la courbe, et ça continue encore, il y a peut-être un palier. Dans le monde de management, le palier, alors il y a Stéphane ici qui pourra me le dire aussi, parce qu'il est aussi dans le management comme moi, la courbe a augmenté. Donc, j'ai commencé à regarder. ChatGPT n'existait pas encore, donc ou d'autres méthodes pour aller voir toute la bibliographie, etc. Donc, je me suis intéressé d'abord à ça, et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de sérieux, et surtout, comme c'était une méthode, c'était une thérapie, alors que ce soit MBSR ou MBCT, etc., souvent dans les organisations qu'on regardait, qu'on étudiait, l'impact c'était sur, par exemple, faire baisser le taux d'absentéisme, faire baisser le taux augmenter le bien-être, etc. Donc il y avait des enquêtes, des mesures qui étaient faites scientifiquement sur les groupes de cadres ou d'employés qui ne faisaient pas de MBSR et d'autres qui en faisaient. Et alors, toutes les études ne sont pas concluantes, hein, comme vous disiez. D'autres disaient non, il y a le bon management, il y a le mauvais management. Donc, le mauvais management, si on le rend meilleur, pas besoin de thérapie. Donc, pas besoin de mindfulness. Donc, ça, c'est ce cheminement-là. Puis, il y avait l'autre cheminement expérientiel. Je me suis dit, si je dois promouvoir ça, il va falloir que je l'expérimente moi-même, que je l'applique à moi-même. Donc, certains d'entre vous, j'ai vu dans le premier MBSR, donc... avec d'autres collègues, on s'est mobilisés. Je me suis dit, il faut que je l'applique à moi-même pour voir s'il y a des effets. Après, j'ai fait la journée de silence au Mont-Saint-Odile. Et là, c'était bon. Donc, c'était la fin, donc c'était bon. Et ainsi de suite, j'ai fait d'autres choses encore. Et au fur et à mesure, on a commencé à construire le contenu de la pédagogie qu'il fallait y mettre. Et j'ai eu le même problème que lui. Donc, je fais la maquette du DU, je vais aller au conseil de l'école.
Donc, nous aussi, on a mis la méditation au milieu. Hein. On a dit leadership, méditation, neurosciences. Voilà, on a dit neurosciences, ça fait sérieux, c'est la fac de médecine, c'est la petite sœur, il se passe des choses quand même, il y a des études. Et ensuite, on a regardé dans le monde de leadership, on voulait se positionner en tant qu'école de management aussi sur le leadership responsable, parce qu'on se posait quand même la question à un moment donné, dans le monde il se passe des choses, c'est quoi le rôle des business schools là-dedans ? Il y a des attentes sociétales assez fortes. On forme les jeunes, on forme les futurs directeurs, les futurs managers, les futurs entrepreneurs, leaders. Et est-ce qu'on va continuer à répéter la même chose ou est-ce qu'on va s'interroger sur nos modèles ? C'est ça, hein, c'est l'autre boucle, hein, l'interrogation. Voilà. Donc, moi, j'étais les signaux faibles de l'école. Et c'était comme ça. Donc, la première fois, ils nous ont rejetés. Donc, allez-y, revoyez votre copie, c'est de la foutaise, etc. Donc, on a eu le même subterfuge que toi. On a inclus quelqu'un de membre du conseil d'administration dans l'équipe. Et quand on a réussi notre coup, je crois qu'il est parti ou... Oui, il est parti. Ouais, il est parti, il est plus là. Donc, on a réussi aussi de cette manière-là. Alors, ça tombait... Mais on a mis 2 ans. On a mis 2 ans de travail là-dessus. Alors, il fallait que je convainque aussi mes collègues financiers, marketing, etc. Et je pense qu'ils me regardent encore, ils pensent que je suis perché. Ils rigolent, mais bon, comme je suis directeur, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, tu n'as pas besoin de méditation pour ça. Alors, non, il y a les 2 mondes. Hein, vous voyez. Alors, et donc, on a démarré cette belle aventure. Donc, merci de nous associer à ça. Alors, on aura des ateliers demain. On pourra discuter comment la méditation, les pratiques de méditation mindfulness peuvent transformer les personnes, peuvent transformer les managers et les impacts que ça après dans les organisations. Je ne vais pas les détailler, mais entre la présence, l'écoute active, entre la flexibilité cognitive, entre les capacités d'adaptation et aussi l'empathie, etc. Il y a beaucoup de qualités, beaucoup de choses qui peuvent être transformées au niveau de chacun. Donc notre dispositif, c'est un dispositif à la fois extrêmement fondé sur un apprentissage expérientiel, qui, avec la pratique de mindful méditation pleine conscience, mais qui vise vraiment à équiper, à donner des outils aux uns aux autres, aux dirigeants, aux managers, pour, s'ils sont désireux, s'ils ont envie d'accompagner un changement, s'ils ont envie d'accompagner la transformation de leurs organisations, avec une idée qui est le bien commun, pour contribuer au bien commun. Il y a une dimension éthique que nous essayons de développer, de cultiver, parce qu'il s'agit bien avant tout de contribuer, de faire grossir et préserver notre bien commun à travers le leadership responsable. Alors, la seule différence peut-être, à part le prix, hein, qu'il y a entre les 2 DU, d'ailleurs j'ai un conseil à te donner après, parce que 600 dossiers, c'est quand même beaucoup, à éplucher. Alors, si il y a une différence, c'est que vous, les médecins, quand vous faites le DU, en fin de compte, vous venez chercher peut-être des outils, un état d'esprit, des thérapies, des méthodes pour vous occuper des malades. Nous, on va essayer d'avoir des gens, on va les équiper pour qu'ils ne nous rendent pas malades. Donc ça, c'est la première différence. C'est important. Ça aide la sécu, avant tout. Mais après, il y a... Mais il y a quand même un point commun qui est important, c'est la transformation. C'est la capacité qu'on apprend, nous, à nous réinterroger sur nos modèles, à nous réinterroger, à nous poser les bonnes questions, à réinterroger nos pratiques, notamment dans les organisations, et vous dans vos pratiques. Et j'espère que, alors, l'autre volet qui est impacter les organisations, la société, on sera encore plus nombreux dans 10 ans, et je pense qu'on va y arriver. Merci.